3000 cavaliers berbères sont sortis du relief à 9h30 du matin, et la première salve a couché la moitié de la colonne avant que le premier légionnaire ait pu épauler. 148 hommes de la 22e compagnie montée s'étaient arrêtés pour manger près d'un point d'eau appelé El Moungar, dans le sud oranais, à la frontière mal tracée entre l'Algérie et le Maroc. Le capitaine Voches est tombé dans les premières secondes. Le lieutenant de Selchawansen est tombé peu après. En moins d'un quart d'heure, les 2 officiers et la plupart des sous-officiers étaient à terre. La compagnie qui devait protéger un convoi se retrouvait sans chef, sans abri, sous un soleil de septembre qui montait déjà vers les 40 degrés. Le terrain ne pardonnait rien. El Moungar n'était qu'une cuvette de sable et de cailloux, dominée par des crêtes basses, exactement le genre d'endroit où un homme à pied n'a nulle part où se mettre. Les cavaliers tenaient les hauteurs. Ils tiraient vers le bas, sur des légionnaires qui n'avaient pour couverture que les ballots du convoi, les chameaux abattus et le corps de leurs camarades, 20 contre 1. Les Berbères comptaient en finir le travail avant midi, ramasser les armes et repartir vers les pistes du sud avant que la garnison de Taghit, à une journée de cheval, ait seulement compris ce qui se passait. Le calcul tenait sur une seule ligne. Une compagnie isolée, surprise au repos, privée de ses chefs dès les premières minutes, ne devait pas voir la nuit. Rien de tout cela n'était fortuit. Les guetteurs berbères avaient suivi la compagnie depuis l'aube, comptant les hommes, repérant les mulets, attendant le seul moment où une troupe en marche baisse la garde, la halte du repas. Quand les légionnaires ont posé les fusils pour manger, le signal est parti. L'attaque est tombée d'un seul bloc, de 3 côtés à la fois, depuis les crêtes qui fermèrent la cuvette. En quelques minutes, une compagnie en ordre de marche était devenue une poignée de survivants couchés derrière des ballots et des bêtes abattues, sous un feu qui venait d'en haut et de partout. Et au milieu de ce feu, il n'y avait plus un seul officier debout pour dire quoi faire. Le maréchal des logis Tisserand a regardé autour de lui et a compris en une seconde ce que la situation exigeait. Les officiers étaient à terre, les sous-officiers de tête aussi. Il était maintenant le gradé le plus ancien encore debout, et il n'a pas attendu d'ordre parce qu'il n'y avait plus personne pour en donner. Il a rassemblé les survivants, leur a fait quitter la cuvette où ils se faisaient hacher et les a poussés vers un mamelon de cailloux un peu plus haut, le seul point du terrain qui offrait un champ de tir vers les crêtes. Une quarantaine d'hommes encore valides, 3000 en face, et la journée ne faisait que commencer. Avant de quitter la cuvette, Tisserand a fait une chose que personne ne lui avait apprise dans aucun manuel. Il a appelé 2 spahis, leur a désigné Taghit vers le nord-est et leur a dit de passer. Pas de franchir une ligne ennemie en bon ordre, mais de passer à cheval à travers 3000 cavaliers qui tenaient tout le terrain autour. Les 2 hommes ont éperonné leur monture et ont foncé droit dans la masse. 2 cavaliers contre une marée de cavaliers sur un terrain que l'ennemi tenait d'un bout à l'autre, avec pour seule chance la vitesse et l'effet de surprise. C'est la dernière fois que la compagnie les a vus partir. Personne sur ce mamelon ne savait s'ils arriveraient. Et si personne n'arrivait, le calcul était simple. Il restait de l'eau pour 1 heure, des cartouches pour quelques-unes, et le soleil n'était même pas à son zénith. Pour comprendre ce que 148 hommes faisaient de ce matin-là sur ce point d'eau perdu, il faut regarder la carte. Depuis Oran, la France poussait vers le sud et vers l'ouest, vers les oasis du Sahara, sur des terres que la frontière avec le Maroc ne séparait nulle part de façon nette. D'un côté, les postes français récemment plantés dans le sable. De l'autre, les tribus du sud marocain, cavalières, mobiles, qui passaient la ligne invisible quand bon leur semblait, frappaient une colonne et se fondaient dans le reg avant l'arrivée des secours. Toute l'occupation tenait à un fil, le ravitaillement. Les postes ne vivaient que par les convois qui leur portaient l'eau, les vivres et les cartouches, et chaque convoi devait traverser un pays sans relief où un parti monté pouvait surgir de n'importe quelle crête. La 22e compagnie montée escortait un de ces convois. Elle marchait depuis l'aube, étirée le long de la piste, les mulets chargés de matériel, les légionnaires alternant la selle et la marche au rythme du désert. Vers 9h, la chaleur montait déjà, et l'eau du point d'El Moungar offrait la seule halte logique pour faire manger les hommes et souffler les bêtes. La compagnie s'est arrêtée. Les mulets ont été regroupés, les hommes se sont installés par petits paquets autour des ballots, le fusil posé à portée mais hors des mains. Quelques piquettes montées couvrirent les abords, mais la cuvette était large et les crêtes nombreuses, et le pays semblait vide, comme il l'est toujours juste avant qu'il ne le soit plus. Au moment où les fusils ont quitté les épaules, la compagnie n'était plus une colonne en armes, mais un campement à découvert.
C'est exactement l'instant que les guetteurs attendaient depuis le lever du jour. Le poste que les tribus n'avaient pas réussi à prendre s'appelait Taguit. Le 17 août, soit 2 semaines avant El Mungar, plus de 1000 cavaliers s'étaient jetés sur ces murs et avaient tourné 3 jours autour sans jamais en franchir l'enceinte. La garnison, une poignée d'hommes derrière des parapets de terre, avait encaissé chaque assaut et renvoyé les assaillants dans le désert sans la position qu'ils étaient venus chercher. Ce revers laissait une dette. Les partis de la frontière avaient besoin d'un succès net pour effacer Taguit, d'une colonne prise à découvert, d'une démonstration rapide qui prouverait que les soldats de la France pouvaient être abattus en rase campagne. El Mungar, ce 2 septembre, devait être cette démonstration. Les Berbères avaient choisi la compagnie montée parce qu'elle était seule, loin et en mouvement. La 22e compagnie montée appartenait au 2e régiment étranger d'infanterie, le 2e REI. La colonne du 2 septembre comptait 148 légionnaires, une vingtaine de spahis et 2 mokasnis, ces cavaliers indigènes qui servirent la France au Sahara. Ces hommes venèrent de partout, d'Allemagne, de Suisse, d'Europe de l'Est, de pays dont beaucoup avaient effacé le nom en s'engageant. Le légionnaire ne devait rien à la France par sa naissance, il le devenait par le sang versé, et c'est précisément ce que ces tribus allèrent mesurer toute une journée. Ces hommes ne se battaient pas pour la terre où ils étaient nés, ils se battaient pour le régiment, pour le mamelon et pour les camarades couchés à côté d'eux. Les compagnies montées étaient une réponse française à un problème français, couvrir des distances énormes avec trop peu d'hommes. Chaque mulet portait l'équipement et 2 légionnaires qui se relayaient, l'un en selle, l'autre à pied, de sorte qu'une infanterie sans cavalerie et sans budget doublait son rayon d'action. Ces hommes avalaient 60 km par jour, là où une colonne classique en faisait 20. C'était le système D avant le mot. Une astuce de pauvres qui transformait des fantassins en troupes presque aussi rapides que les cavaliers du désert. Ils étaient taillés pour la marche et pour la poursuite. Ce pourquoi ils n'étaient pas taillés, c'était tenir un point fixe à un contre-vent, sans officier, sans eau, sous le soleil de septembre. Ceux d'en face étaient chez eux. Les Berbères du sud marocain vivaient à cheval, connaissaient chaque puits, chaque passe, chaque pli de terrain entre les oasis. La razzia était leur manière de faire la guerre, surgir vite, frapper fort, disparaître avant la réaction, et ils la pratiquaient depuis des générations. Ils n'avaient ni uniforme, ni discipline de manœuvre européenne, mais ils tiraient bien, montaient mieux encore, et ils choisissaient toujours le moment. Beaucoup portaient des fusils longs acquis ou pris au fil des combats de frontières, et ceux qui n'en avaient pas suivaient la charge à l'arme blanche. Contre un poste fortifié, leur mobilité ne servait à rien, et Taguit l'avait prouvé. Contre une colonne à découvert, surprise et privée de chef, elle valait une armée. À El Mungar, ils avaient enfin la cible qui rendait toute leur science meurtrière. Sur le mamelon, l'organisation du feu n'avait pas attendu d'ordre venu d'en haut. Les légionnaires se sont mis à tirer par petits groupes, économisant chaque cartouche, attendant la silhouette nette avant de presser la détente. Le fusil Lebel partait coup par coup, un claquement sec dans le vacarme des chevaux et des cris. C'était l'arme réglementaire de l'époque, un 8 mm à répétition qu'il fallait recharger, cartouche après cartouche dans un magasin tubulaire, lent à remplir, lent à servir face à une cavalerie qui chargeait par paquet. Ce rythme imposait sa loi, chaque homme ne disposait que des cartouches qu'il portait sur lui, comptées en dizaines, sans réserve à portée de main. Chaque coup devait porter, parce que le prochain ravitaillement en munitions se trouvait à Taguit, à une journée de cheval, et que personne ne savait s'il viendrait avant la nuit. Les Berbères chargeaient, par vagues. Ils dévalaient des crêtes, lâchaient leurs salves, remontaient, rechargeaient, redescendaient. À chaque assaut, ils laissaient des hommes sur la pente. À chaque assaut, ils revenaient parce qu'ils étaient 3000 et que le temps jouait pour eux. Sur le mamelon, le périmètre se resserrait autour des blessés et des morts. Les légionnaires valides ne tenaient plus une ligne, mais un cercle, et le cercle rétrécissait à mesure que les fusils se taisaient un à un. Les hommes valides laissaient approcher chaque vague, attendaient la dernière distance utile et lâchèrent leur feu au plus près, parce que de loin, une cartouche perdue ne se rattrapait pas. Et pourtant le cercle ne cédait pas. Tant qu'une arme répondait depuis ces cailloux, les 3000 n'avaient pas le terrain qu'ils étaient venus prendre. Le soleil, lui, ne reculait pas. À midi, le sable du sud oranais renvoyait une chaleur qui faisait trembler l'air au-dessus des pierres. Les blessés réclamèrent de l'eau qu'il n'y avait plus depuis longtemps. Les canons des Lebel brûlaient les mains qui les servaient,
Les hommes encore debout traînaient les blessés vers le centre, les calaient derrière les rochers, ramassaient leurs cartouches et reprenaient le tir avec. Ceux des blessés qui pouvaient encore se servir de leurs mains rechargeaient les fusils pour les hommes restés en position de tir. Chaque homme à terre était une arme de moins qui répondait et un fusil de plus à alimenter pour ceux qui tenaient encore. Aucun d'eux ne savait combien de temps il faudrait tenir. Aucun ne savait si les deux spahis avaient seulement franchi la première crête ou s'ils gisaient déjà quelque part dans le reg entre la compagnie et le seul poste qui pouvait la sauver. Tisserand a été touché en début d'après-midi. Il a continué à commander couché, la voix encore assez ferme pour distribuer les cartouches et placer les tireurs. Puis, quand il a compris qu'il ne tiendrait plus le dispositif, il a fait ce que les chefs avant lui avaient en fait avant de tomber, il a passé le commandement. Pas à un autre sous-officier, parce qu'il n'en restait plus debout. Il l'a passé au caporal Detz, le plus ancien des hommes encore valides. Ce 2 septembre, le commandement de la compagnie est descendu grade après grade comme un escalier qu'on dévale en feu. Vaucher tombé, de Selchowansen tombé, le sergent Damien tombé, Tisserand au sol, restait un caporal, et le caporal a pris la compagnie. Detz n'a rien changé à la méthode parce qu'il n'y avait rien à changer. Tenir le mamelon, tirer juste, économiser. Les heures de l'après-midi se sont étirées dans la même séquence épuisante, la vague qui monte, le feu qui la couche, le silence court, la vague suivante. Les Berbères avaient cessé d'espérer le résultat rapide qu'ils étaient venus chercher. Ils avaient prévu l'affaire d'une matinée, et ils en étaient à leur 6e heure de combat contre une poignée d'hommes qui refusèrent de leur abandonner un tas de cailloux. À chaque heure passée, il y avait moins de fusils pour répondre, et chacun de ceux qui parlaient encore tirait pour 2. Quelque part au nord-est, 2 cavaliers continuaient peut-être de galoper et personne sur le mamelon ne pouvait le savoir. À Taguit, l'alerte est arrivée par les 2 spahis qui avaient réussi l'impossible. Ils étaient au passé. Combien de fois la mort les avait frôlés sur ces quelques dizaines de kilomètres, personne ne le dira jamais, mais ils avaient traversé un terrain tenu par 3000 cavaliers et atteint le poste. Le capitaine de Sulbiel a fait sceller tout ce qui pouvait l'être. Il n'a pas perdu de temps en rapport, parce que la poussière et l'état des 2 chevaux disaient déjà l'essentiel. Quelque part au sud-ouest, une compagnie du régiment était en train de se faire encercler et chaque minute comptait. La colonne de secours est partie vers le sud-ouest, vers El Mungar, dans la chaleur de l'après-midi. Quelques dizaines de kilomètres séparaient Taguit du lieu du combat, une distance que des cavaliers lancés pouvaient couvrir, mais pas assez vite au gré de qui que ce soit. De Sulbiel courait contre le soleil. Il fallait arriver avant la nuit, parce que la nuit, sur ce terrain, n'appartenait pas à des légionnaires retranchés à découvert. Elle appartenait aux cavaliers qui connaissaient chaque pli du sol. Une fois l'obscurité tombée, les 3000 pourraient se rapprocher sans être vus et finir au corps à corps ce que 8 heures de feu n'avaient pas réglé. La colonne poussait ses chevaux et l'ombre des crêtes s'allongeait déjà. Sur le mamelon, les hommes de Detz ne savaient rien de cette colonne. Ils comptaient leurs dernières cartouches et regardaient l'ombre des crêtes s'allonger vers eux. Les bêtes abattues avaient gonflé sous la chaleur. Les blessés ne réclamaient plus rien. Le feu berbère continuait, plus lâche, plus prudent, comme si l'ennemi aussi attendait quelque chose. Entre les assauts, le silence retombait sur la cuvette, lourd, troué seulement par le souffle des blessés et le claquement isolé d'un fusil qui cherchait une cible. Chaque légionnaire encore en état de viser faisait le même calcul muet, combien de coups il restait, combien de temps avant la nuit, et ce qui arriverait au moment où les 2 se rejoindraient. Vers 17 heures, une poussière différente est montée au nord-est. Pas celle des charges berbères qui venaient des hauteurs et tournaient. Une poussière droite, régulière, qui approchait par la piste. Les cavaliers berbères l'ont vue avant les légionnaires. Ils ont compris, eux, ce qu'elle annonçait. Une colonne française arrivait de Taguit, et l'affaire qui devait durer une matinée avait coûté toute une journée pour rien. Ils n'ont pas attendu le choc. Ils se sont retirés comme ils étaient venus, par petits groupes, vers les pistes du sud, emportant leurs blessés, laissant le mamelon aux hommes qui l'avaient tenu. Quand de Sulbiel a atteint la position, le combat avait duré près de 8 heures. Sur 148 légionnaires, 38 étaient tombés, et 46 à 49 étaient blessés, la moitié de la compagnie. Le mamelon, lui, n'avait pas reculé d'1 mètre depuis que Tisserand y avait poussé ses survivants au matin. Les hommes valides tenaient encore leurs fusils. Les blessés étaient là, au centre, là où on les avait traînés et calés des heures plus tôt. Il n'y avait pas de cri de victoire. Les survivants se relevaient un à mesure que le feu cessait, hagards, la peau cuite, comptant ceux qui se relevaient avec eux.
Des hommes assis sur les pierres, les mains brûlées, regardaient la poussière des 3000 s'effacer vers le sud. Le travail n'était pas fini pour autant. Il fallait charger les blessés, en relever beaucoup et ramener tout ce monde à Taguit avant que les Berbères ne mesurent la faiblesse réelle de la colonne de secours. On a couché les blessés sur les mulets et sur les chevaux, on a rassemblé les fusils, on a fait l'inventaire des hommes qui ne repartiraient pas. Le retour vers le nord-est s'est fait lentement. Au pas, une longue file d'hommes épuisés, brûlés de soleil et de poudre, encadrant ceux qu'ils ne voulaient pas laisser derrière. Il fallait des heures pour ramener cette colonne diminuée jusqu'au mur de Taguit, à travers le même pays vide où l'embuscade avait pris la compagnie au matin. La compagnie montée qui était partie escorter un convoi rentrait au poste réduite de moitié, mais elle rentrait en bon ordre et elle n'avait rien abandonné sur le terrain qui comptait. Pour les blessés, le combat ne s'arrêtait pas avec le départ des cavaliers. Dans le sud-oranais de l'époque, une blessure n'était pas une sortie rapide du danger. Il n'y avait pas d'évacuation en quelques heures, pas de chirurgie à portée de piste. Le blessé était chargé sur un mulet et secoué pendant des heures jusqu'au poste le plus proche, et là encore l'attendant la chaleur, le manque d'eau propre, le risque d'infection qui emportait des hommes que la balle avait épargnés. La moitié de la compagnie qui rentrait à Taguit allait payer cette journée pendant des semaines, sur des lits de campagne, loin de la cuvette où tout s'était joué. Le combat de 8 heures se prolongeait ainsi, silencieux, bien après que les fusils se furent tus. Reste à mesurer ce qui se serait passé si le mamelon avait cédé. Une compagnie entière du régiment effacée à découvert, ses armes ramassées par les tribus, aurait été exactement la démonstration que les partis de la frontière étaient venus chercher. Le message aurait couru d'oasis en oasis, chaque poste isolé serait devenu une cible, chaque convoi une proie, et toute la lente avancée française dans le sud aurait été remise en cause par une seule matinée. En tenant ce tas de cailloux, 40 hommes valides avaient empêché ce message de partir. Ils n'avaient pas seulement sauvé leur peau, ils avaient retiré aux tribus la victoire nette dont elles avaient besoin. Et c'est pour cela que l'état-major a regardé El Mongar de si près. On a comparé El Mongar à Cameroné et la comparaison tient sur les chiffres. À Cameroné, en 1863, 65 légionnaires avaient tenu contre près de 2000 soldats mexicains jusqu'à la dernière cartouche. À El Mongar, 40 hommes valides avaient tenu un jour entier contre 3000 cavaliers et n'avaient pas été emportés. Même régiment, même désert intérieur, même arithmétique impossible. Dans les deux cas, une poignée de légionnaires avait transformé une embuscade qui devait les effacer en une journée que l'ennemi a préféré oublier. La différence, c'est qu'à El Mongar, la chaîne de commandement était tombée presque tout entière et que ce sont des sous-officiers, puis un caporal, qui ont fait le travail des officiers disparus. La compagnie n'avait plus de tête, et elle a tenu quand même. La République n'a pas oublié El Mongar. Par décret, tous les survivants ont reçu la médaille coloniale. Tisserand, le maréchal des logis qui avait ramassé une compagnie décapitée et l'avait fait tenir un jour entier, est passé lieutenant. El Mongar, avec Taguit 2 semaines plus tôt, a pesé dans la décision de confier à Lyautey le commandement du cercle d'Ain Sefra. De ce commandement est sortie toute la suite de l'action française dans le sud, la méthode lente du poste qui avance pas à pas, de la piste sécurisée tronçon par tronçon, de l'oasis ralliée puis tenue. Là où une colonne isolée pouvait être prise comme à El Mongar, Lyautey allait substituer un réseau de postes qui se couvraient l'un l'autre. Chaque nouveau poste portait la sécurité un cran plus loin, transformait une piste dangereuse en route gardée et retirait aux tribus l'espace vide où elles savaient frapper. C'était lent, méthodique, sans bataille décisive, le contraire exact de la journée d'El Mongar, et c'est pourtant El Mongar qui avait montré pourquoi il le fallait. Mais ça, c'était l'affaire des bureaux et des cartes d'état-major. Sur le terrain, ce 2 septembre, il n'y avait eu qu'une seule chose, un tas de cailloux que 3000 cavaliers n'avaient pas réussi à prendre à 40 hommes. El Mongar est resté une date du 2e REI. Chaque année, le régiment la marque. Pas pour le nombre de pertes, pas pour la médaille, pas pour Lyautey et le cercle d'Ain Sefra, pour le mamelon, pour le fait simple, vérifiable, que ce jour-là le commandement est tombé 4 fois et que la compagnie n'a pas cédé une seule fois. Le dernier homme à avoir commandé sur ces pierres n'était pas un officier. C'était un caporal nommé Detz, qui a tenu la position jusqu'à ce que la poussière des renforts monte sur la piste et qui n'a rendu le mamelon à personne.